Bonsoir à tous, très heureuse d'être avec vous en ce vendredi 31 janvier. Voici les titres de l'actualité. C'est l'info sportive du jour. Le tirage au sort pour la Coupe Davis a eu lieu en prévision du week-end qui opposera Monaco au Portugal au Monte Carlo Country Club. Nous serons en duplex avec Mélanie Antoinette de Massy, présidente du club et de la Fédération monégasque de tennis. Nous prendrons ensuite la direction de Valence dans la Drôme où une équipe de Monaco Info s'est rendue pour suivre la 27e édition du rallye Monte Carlo historique. Toujours en sport, vous entendrez dans ce journal à 18h, l'entraîneur de l'AS Monaco partage son état d'esprit à la veille de la réception de l'AJ Auxerre dans le cadre de la 20e journée de Ligue 1. Et puis pendant 2 jours, la Principauté a été la capitale de l'oncogériatrie. Alors que Monaco Age Oncologie se clôture ce vendredi soir, nous reviendrons sur les défis liés au cancer des personnes âgées. Mais d'abord, évoquons cette dépêche officielle du Palais Princier envoyée ce soir au président des États-Unis à la suite du crash d'avion survenu à Washington. Un avion de ligne d'American Airlines s'est écrasé mercredi soir avec 64 personnes à son bord dans le fleuve de Potomac après une collision avec un hélicoptère. Donald Trump l'a confirmé, il n'y a aucun survivant, ni parmi les passagers, ni parmi l'équipage. Le prince Albert II a exprimé sa peine et ses condoléances au nom du peuple monégasque. Ça y est, le détail des matchs opposant Monaco au Portugal ce week-end pour la Coupe Davis est connu. Ce vendredi avait lieu le tirage au sort des rencontres et nous recevons pour en parler celle qui est à la fois présidente de la Fédération monégasque de tennis et du Monte Carlo Country Club. Bonsoir Mélanie Antoinette de Massy. Bonsoir, merci de m'accueillir dans le journal. Merci à vous. D'abord, un mot sur ce tirage au sort qui vient d'avoir lieu. Qu'en pensez-vous ? Eh bien écoutez, de toute façon, nous savons que ça va être une rencontre compliquée, une rencontre difficile. Donc le Portugal est la deuxième tête de série des playoffs du World Group 1. Donc disons que nous avons eu un tirage au sort difficile déjà pour cette rencontre. Mais de toute façon, écoutez, peu importe qui commence, les matchs vont être compliqués, les matchs vont être serrés, mais moi j'ai entièrement confiance en nos joueurs. Ils sont prêts pour ça, ils s'entraînent très très dur. Malheureusement, Luca est encore blessé, donc il ne pourra pas participer, mais je n'ai aucun doute que Benjamin nous rendra fiers et Valentin a pu reprendre les tournois après ces quelques mois de convalescence la fin décembre et il s'entraîne dur pour la Coupe Davis et je sais qu'il est prêt comme notre équipe de double et même si je pense que les matchs vont être serrés, nous avons toutes nos chances. Il y avait beaucoup de monde lors de ce tirage. Cela prouve qu'il y a un réel engouement autour des Monégasques pour la Coupe Davis. Ah oui, absolument. Absolument. Je pense que là, le niveau que nos joueurs ont atteint, que ce soit au niveau pour la Coupe Davis, donc en équipe, ou que ce soit individuellement, à la fois en simple. Donc là, je pense notamment à Valentin qui a fleuré le top 100. En juin, lorsque malheureusement il s'est blessé, il était son 10e mondial, et nos joueurs de double qui ont été 12e mondial et 25e mondial, et qui restent des classements plus qu'honorables dans le top 30 et dans le top 80. Donc je pense que ça, grâce à eux, il y a eu une grosse lumière, on va dire, sur la fédération, avec Hugo qui était là encore récemment en quart de finale de l'Open d'Australie. Et donc ça, j'en suis évidemment plus que ravie et j'espère que le public viendra nombreux ce week-end. C'est vraiment très important pour nous et c'est vraiment très important pour les joueurs de se sentir soutenus. Et quel est l'enjeu de ce week-end durant lequel Monaco va affronter le Portugal, une grosse équipe avec des joueurs aussi bien classés ? Eh bien écoutez, c'est très simple. Le vainqueur de cette rencontre jouera donc pleinement en groupe 1 en septembre et le perdant de cette rencontre jouera en groupe 2 en septembre également. Est-ce que cette ambition d'accéder au groupe 1 est envisageable à l'heure actuelle selon vous ? Ah oui, absolument, mais c'est ce que je vous disais, ça va être une rencontre très très compliquée. Leur numéro 1 est dans le top 40 mondial. Ils ont 2 jeunes qui sont disons dans le top 110 et 150
en simple et aussi très fort en double. Ils ont un joueur dans le top 40 en double également. Donc c'est une équipe vraiment très forte, mais avec le sport, on peut toujours rêver. Avec le sport, il faut toujours garder espoir. On ne sait jamais ce qui peut se passer sur le terrain. Et mes joueurs sont prêts. Et qu'est-ce qu'elle représenterait alors cette accession au groupe 1 pour vous ? Eh bien, depuis les réformes de la Coupe Davis, depuis le nouveau format, ce serait historique pour notre fédération. Nous avons été dans le groupe 1 la dernière fois dans les années 80, mais il faut prendre en considération qu'il y avait beaucoup moins de pays qui participaient à la Coupe Davis, qui étaient membres de la Fédération internationale de tennis. Et surtout, le groupe 1 à l'époque était encore dans les zones ce qu'on appelle les zones régionales, donc les continents. Donc nous, en l'occurrence, c'était la zone à l'époque Euro-Afrique. Donc c'était groupe 1 Euro-Afrique, tandis que maintenant, avec le nouveau format de la Coupe Davis, c'est groupe 1 mondial. Donc nous pouvons rencontrer n'importe quel pays du monde, comme nous avons ces dernières années, par exemple, rencontré l'Équateur, la République dominicaine, et puis bon, là, plus récemment, le Maroc. Mais donc pour nous, dans ce nouveau format, c'est historique. Déjà, dans les playoffs du groupe 1 ce week-end, c'est historique. Et de jouer le groupe 1 serait la cerise sur le gâteau, serait extraordinaire. Merci Mélanie-Antoinette de Massy d'avoir été avec nous. On souhaite une belle réussite à l'équipe monégasque. Et je rappelle que tous les matchs sont à suivre en direct ce week-end sur Monaco Info. Première rencontre, Vacherot face à Faria, à suivre dès 11 h demain, samedi. Aux commentaires, vous retrouverez Christophe Paco et Laurent Orsini. Elles ont fait la légende du rallye Monte-Carlo. Les voitures de collection qui participent à l'historique sont arrivées à Valence dans la Drôme cet après-midi à la suite des étapes de concentration. Plus de 230 équipages issus de 26 pays sont engagés dans cette 27e édition. Vanessa Dessy. Et oui Sarah, c'est un rendez-vous incontournable pour tous les passionnés d'automobiles d'exception. La 27e édition du rallye Monte-Carlo historique a pris le départ ce vendredi avec un parcours mythique sur les plus belles routes. Nous vous ferons vivre évidemment l'événement au plus près jusqu'à son arrivée en principauté. Et la 27e édition du rallye Monte-Carlo historique connaîtra son épilogue à Monaco dans la nuit du 4 au 5 février. En football, l'AS Monaco s'apprête à retrouver l'AJ Auxerre demain au stade Louis II. Après un match aller qui avait vu les hommes d'Adi Hutter s'imposer 0-3, place à la rencontre retour ce samedi. Et avec leur victoire face à Rennes, les Rouges et Blancs sont sur une bonne lancée pour décrocher une deuxième victoire consécutive en Ligue 1. Et cela malgré leur défaite entre-temps en championnat sur le terrain de l'Inter Milan. Je vous propose d'écouter le coach en conférence de presse aujourd'hui. It's not fair, but we are guilty for the first 15 minutes and for the mistakes. But also the send-off, it was hard to play against them. When you see their competition in Champions League, it's hard to play against them. But for me, I don't want to say it's easy. A defeat is a defeat, but Auxerre is another game, and we want to have the second win in Liga in row. So we cannot compare this game with Milano and from the head. So I'm really proud, and I'm really happy that we qualified us for the knockout stage with 13 points. And now in the review, you can see this game at home against Aston Villa. We were really under pressure. Look at our opponents. 4 out of 8 teams. These are the teams that we are faced. So we can also a little bit be proud that we are with 13 points in the Champions League. This was our goal of this season. Coup d'envoi du match à 19 h. Nous vous mettions en garde il y a quelques jours. Des emails frauduleux sont actuellement expédiés au nom d'Eric Arella, contrôleur en charge de la direction de la sûreté publique. Ils informent leurs destinataires qu'ils sont mis en cause dans le cadre d'une procédure et sollicitent de leur part une réponse. Certains sont également envoyés au nom de Monaco Télécom. Si vous avez reçu ce type de courriel, voici ce qu'il faut faire et surtout ne pas faire. Christine Datomel et Arnaud Imbert. Un sujet qui est dédié à l'ensemble du public et qui touche à la sécurité de chacun d'entre nous. Ces derniers jours, il y a eu un certain nombre d'hameçonnages par mail à Monaco, des attaques entraînant des risques de corruption. Alors, comment réagir face aux tentatives de phishing et quels risques encourons-nous si nous nous faisons piéger ? Alors le risque est effectivement qu'une fois que les attaquants ont pris le contrôle de votre boîte aux lettres, ils réutilisent votre nom pour réaliser des méfaits. Donc utiliser vos comptes en banque,
les sites habituels sur lesquels vous travaillez ou vous utilisez dans votre vie au quotidien. Lorsqu'on vous demande de cliquer sur un lien, posez-vous la question, est-ce que je connais cette personne? Est-ce que je connais cette entreprise? Si je n'ai pas de relation habituelle avec elle, là aussi encore, supprimez le mail, ça sera plus simple et ça évitera les catastrophes. Des solutions ont donc été trouvées pour protéger les résidents de la principauté. Des campagnes de prévention ont été lancées par Monaco Télécom et par le gouvernement. L'opérateur téléphonique souhaite d'ailleurs alerter la communauté monégasque sur les différents protocoles à mettre en place et à utiliser. Il faut avoir un mot de passe qui soit solide. Donc 12 caractères, au moins une majuscule, une minuscule évidemment, au moins un chiffre et au moins un caractère spécial. 12 caractères. Première chose. Deuxième chose, il faut avoir un mot de passe différent pour chacune des applications que vous utilisez. Donc votre mail, il existe, des attaquants le connaissent. Si votre mot de passe est trop facile, eh ben, ils vont finir par réussir à rentrer dans votre boîte. Si votre mot de passe est en plus le même sur toutes les autres applications que vous utilisez, et bien là, votre vie, elle va devenir beaucoup plus compliquée. Alors, si vous n'avez pas tout compris, rien de plus simple, il vous suffit de vous rendre à la Maison du Numérique qui vous aidera dans ces différentes démarches. Des ateliers seront également mis en place très prochainement pour renforcer la pédagogie. Et la Maison du Numérique, qui on le rappelle, est située dans les jardins d'Apolline, promenade Honoré II. À Monaco, les experts de l'oncologie se penchent sur un enjeu de santé majeur, le cancer chez les personnes âgées. Le congrès Monaco Âge Oncologie réunit plusieurs centaines de chercheurs et médecins pour adapter les traitements aux besoins spécifiques des seniors. Quels sont les défis à relever? Éléments de réponse dans ce reportage signé Vanessa Dessy et Alexandra Marangoni. C'est un rendez-vous incontournable dédié à la prise en charge des cancers chez les personnes âgées. Monaco Âge Oncologie réunit pour sa 10e édition médecins, chercheurs et experts internationaux afin d'échanger sur les avancées en oncogériatrie, un enjeu majeur face au vieillissement de la population. Ce congrès, finalement, c'est une espèce de métaphore de ce qui se passe tous les jours dans nos structures de soins. C'est-à-dire qu'au fond, pour être efficace, il ne faut pas avoir d'un côté un cancérologue qui raisonne comme un cancérologue, et puis d'un autre côté un gériatre qui raisonne comme un gériatre, chacun produit son savoir, et puis il n'y a jamais de lieu de confrontation ou de synthèse. Et nous avons, nous, les réunions de concertation pluridisciplinaires, au cours desquelles, justement, les oncogériatres et les oncologues se rencontrent, discutent ensemble et élaborent ensemble d'abord la décision thérapeutique, qu'est-ce qu'on va faire comme traitement, mais aussi qu'est-ce qu'on va faire pour la personne âgée. Parmi les exposants, Short Edition est une maison d'édition innovante, notamment connue pour ses distributeurs d'histoires courtes, présents dans divers lieux publics dont certains hôpitaux. Des récits sont imprimés en quelques secondes gratuitement, permettant d'atténuer l'attente et d'apporter un peu de réconfort. On est une maison d'édition numérique. On avait des milliers d'œuvres courtes qu'on voulait partager avec nos lecteurs. Et donc notre directeur technique devant un distributeur de café a dit ce serait super qu'on puisse proposer aussi de la lecture avec ce distributeur de café. Et donc est né le distributeur d'histoires courtes. 100% française, on fabrique tout à Grenoble. Notre équipe est principalement installée au Grenoble et puis on a des petits bureaux à Paris et Nantes. Je découvre Monaco et puis j'espère pouvoir montrer à tous les participants de ce congrès l'intérêt qu'il y a à pouvoir proposer de la lecture à des gens qui sont hospitalisés ou qui viennent régulièrement à l'hôpital pour des soins onco. La 10e édition du Monaco Âge Oncologie se clôturera ce vendredi au Fairmont Monte-Carlo. En marge de cet événement, le prix Michel Herry, qui prend son nom du fondateur du congrès, a été décerné hier. Cette récompense se scinde en deux. Le prix de la meilleure publication a été remis au docteur Émiline Auriard du CHU de Besançon et le prix du meilleur travail original au docteur Camille Chakiba de l'Institut Bergonié de Bordeaux. En plus des jolies sommes de 6 000 et 3 000 euros qui leur permettra de développer et faire avancer la recherche dans la lutte contre le cancer, les lauréates verront leur résumé publié dans la revue Tribune K au premier trimestre 2025.
Faisons à présent un saut dans le temps. Le musée d'anthropologie préhistorique a reçu hier soir une spécialiste pour une conférence sur le thème de la cognition des hommes préhistoriques. La conférencière explique tout simplement comment les outils en pierre permettent de décrypter les capacités mentales de nos ancêtres, souvent plus intelligents qu'on ne le pense. Alban Gingembre sur des images de Lionel Bernardi. L'archéologie cognitive, c'est s'interroger sur les compétences cognitives qui étaient nécessaires à la fois pour produire des outils et pour le langage. Que nous disent les pierres sur la cognition des hommes et des femmes de la préhistoire? Comment étudier les pierres pour en tirer certaines conclusions? Des questions qui nécessitent des années d'études. Moi, je travaille sur l'évolution du langage et donc il y a certaines capacités cognitives, comme par exemple la capacité de planification, dont nous avons besoin pour produire un outil et pour avoir du langage. Parce que je dois savoir un peu en avance ce que je veux dire. Et du coup, si je le découvre dans un outil, j'en déduis que voilà, ils étaient déjà capables de cette capacité-là. Et peu à peu, mais ça peut prendre une carrière, 10 carrières, c'est très très long. On peut peut-être arriver à un moment de se dire à ce moment-là, ils avaient toutes les capacités dont ils avaient besoin pour avoir du langage. Mais c'est tout ce qu'on peut démontrer avec le matériel archéologique, parce que même s'ils avaient toutes les capacités, ça ne veut pas dire qu'ils les réalisaient. Parce que peut-être que je suis un Picasso, mais je n'aime pas dessiner, donc je ne vais jamais réaliser cette capacité. Et du coup, on ne peut pas tout expliquer, mais on essaie de trouver le maximum de capacités cognitives possibles. Un jour, Svetlana espère comprendre quand exactement l'homme a acquis toutes ses capacités cognitives. C'est la fin de cette édition et nous la refermons comme nous l'avons ouverte sur le thème de la Coupe Davis et plus particulièrement sur le tirage au sort qui a eu lieu aujourd'hui avec les photos de Manuel Vitali. Dans un instant, vos prévisions météo présentées par Alban Gingembre et un nouvel après-JT consacré au point d'accueil marchandises inauguré tout récemment par la Poste Monaco, un plateau logistique de 1500 m² dans lequel 2500 colis sont traités quotidiennement. A tout de suite. Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir à tous, nous avons eu droit à une journée lumineuse aujourd'hui, mais un début de soirée orageux. Des perturbations qui se poursuivront demain. Un ciel nuageux est attendu en principauté avec des averses, notamment l'après-midi. Du vent également avec des rafales pouvant atteindre les 45 km/h. Et puis des températures comprises entre 10 et 12 degrés. Ce samedi 1er février, nous fêterons les Ella. Et le 1er février, c'est aussi la date d'anniversaire de la princesse Stéphanie. Elle célébrera ses 60 ans. Nous aurons bien entendu une pensée pour elle. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.